Versailles est le plus célèbre château du monde. Majestueux et solennel, ce bâtiment conçu pour montrer la puissance des rois est devenu au fil de l'histoire un symbole de la grandeur nationale. Nos présidents de la République n'hésitent pas à s'emparer du château dès lors que leur prestige est en jeu. On est dans le théâtre, le grand théâtre. Qui a été probablement une apogée de l'histoire de France. C'est le lieu idéal pour impressionner les grands de ce monde et mettre en scène des événements politiques exceptionnels. Quoi de mieux pour faire parler de soi que de venir à Versailles? Retour sur une histoire d'amour improbable entre la République et le Palais des Rois. Une visite insolite pour découvrir ce qui pousse nos présidents à imiter le roi Soleil 300 ans après sa mort. Nous croyons connaître Versailles. Nous sommes plus de 7 millions à le visiter chaque année. Pourtant, certains soirs, une fois le dernier touriste parti, le château connaît une animation mystérieuse. Une autre vie commence. Les grandes réceptions officielles réveillent les échos d'un Versailles oublié, celui des fastes de la monarchie absolue. Nos dirigeants continuent de s'en inspirer, car aujourd'hui comme hier, gouverner, c'est paraître. En suivant nos présidents à Versailles, nous découvrons le palais du roi Soleil sous un angle inédit qui révèle les recettes éternelles du pouvoir. Mars 2014. François Hollande accueille personnellement à Versailles le président chinois Xi Jinping. Monsieur le Président, voici à Versailles. La République déploie le luxe d'une autre époque. Elle ouvre la demeure du roi Soleil pour éblouir son invité chinois. Nous sommes ici dans le Salon des Jardins, où nous avons accueilli l'an dernier le président chinois Xi Jinping, qui était en visite officielle à Paris et qui avait émis le désir de visiter Versailles. Et donc le président Hollande, si j'ose dire, a fait un mix de l'apparat de Versailles, avec une réception au château de Versailles et un programme musical à l'Opéra Royal tel qu'on le donnait sous le général de Gaulle, et puis ensuite un dîner intime ici dans ce Salon des Jardins avec le couple présidentiel chinois. Le repas est confié à Alain Ducasse, un des plus grands chefs français qui maîtrise parfaitement les codes du cérémonial versaillais. Un repas pour le président chinois à Versailles, ça s'organise bien sûr avec la plus grande attention, sachant que le président Hollande était là pour s'adapter au rythme que j'allais donner à ce dîner puisqu'il était l'hôte. Bien sûr que l'inspiration, c'est l'idée des repas royaux, mais nous sommes en 2015, donc on a un peu allégé, même si le faste reste, il est surtout dans l'environnement, dans le décor. Toutes les 4 minutes, ils ont pu recevoir entre 1 et 2 bouchées. Le rythme était donné pour qu'ils passent uniquement 1h40 d'un bonheur total à converser et à se nourrir. Du temps de Louis XIV, un repas royal pouvait comporter une 60aine de plats. Pour recevoir le président chinois,
la gastronomie républicaine ne craint pas d'imiter l'extravagance monarchique. Nous avons commencé par les légumes du potager du roi, des cuisses de grenouille, un pâté chaud de pintade, ravioles de langoustine, des primeurs cuits et crus toujours du château de Versailles, de la dorade, du caviar, des betteraves, des morilles, une sauce de petits bateaux, des coquillages, un turbot, de la truffe noire, du homard, des topinambours, du pigeon, du céleri, des cacahuètes françaises, du riz de veau, clouté d'olive, une selle d'agneau, de lait, des aubergines, de la sarriette. Tout cela a été réglé, je dirais, comme une horloge suisse. Cette soirée à Versailles est un moment diplomatique d'exception. Elle est le signe de l'importance majeure que la France accorde à cette visite d'État. Il faut dire que les enjeux commerciaux pèsent lourd, avec à la clé 18 milliards d'euros de contrats pour les entreprises françaises. Je crois que le président Hollande a voulu à la fois renouer avec cette image de Versailles, emblème de la France, emblème culturel de la France, atout diplomatique de la France. Et il a choisi cette version intime que le président chinois, je crois, a beaucoup appréciée, puisqu'on raconte que lorsqu'il évoque ses souvenirs de son voyage en France, il parle d'abord de Versailles et qu'il retient même cette étape comme la plus belle étape de son séjour en Europe. Que demander de plus ? François Hollande poursuit une tradition ancienne qui fait de l'invitation à Versailles l'honneur suprême pour les chefs d'État étrangers. Au fil du temps, les murs du château voient défiler les têtes couronnées du monde entier. Le Shah d'Iran est accompagné de l'impératrice Faradiba, dont l'élégance fait sensation. La princesse Irène des Pays-Bas escorte ses parents, la reine Juliana et le prince Bernard. Haïlé Sélassié, dernier empereur d'Éthiopie, est invité en tant que représentant de la plus ancienne dynastie mondiale. Le roi Faisal d'Arabie Saoudite vient avec ses héritiers, alors que s'annonce déjà la première crise pétrolière. Rois et reines sont des invités évidents à Versailles. Ils se fondent dans ce décor fait pour eux. Ils apportent la part de rêve et de glamour qui manque à nos présidents. Leurs visites sont des opérations de charme réciproque dont la diplomatie n'est jamais absente. La reine Elisabeth détient le record des visites. Elle est reçue au château à 3 reprises. La première fois, en 1948, elle est encore simple princesse. Elle a épousé 6 mois plus tôt le prince Philippe et elle choisit la France du président Vincent Auriol pour leur premier voyage en dehors du Commonwealth. Il n'en faut pas plus pour qu'elle devienne la princesse préférée des Français et sa visite à Versailles déchaîne l'enthousiasme populaire. Versailles aurait manqué à cette visite trop courte. Et la ville des rois, autour du palais des rois, a fait à la future reine d'Angleterre un accueil auquel nul souverain ne se montrerait insensible. En avril 1957, c'est une jeune reine qui est reçue avec magnificence par le président Coty. L'accueil est d'autant plus somptueux qu'il faut faire oublier l'échec cuisant de l'opération militaire sur le canal de Suez. Britanniques et Français ont dû capituler devant les pressions américaines et soviétiques. Alors, pour redorer son image, la République sort le grand jeu. Versailles a fait peau neuve pour l'occasion. La route qui va du Louvre à Versailles, Louis XIV avant vous l'a parcourue sur ses perspectives inoubliables. Dans ce palais qui éclipse tous les palais du monde, la République a le droit de vous accueillir. Il est devenu un peu son œuvre, puisqu'elle vient de le sauver des injures du temps.
Il semble que vous soyez venu célébrer aujourd'hui la restauration de Versailles. Le théâtre Louis XV restauré à miracle salue votre venue comme il salua il y a 100 ans celle de la reine Victoria et du prince Albert. On a raison de dire que l'histoire est un éternel recommencement. En 1972, la reine a 46 ans. Sa visite met fin à des années de difficultés diplomatiques. La Grande-Bretagne va enfin rejoindre le marché commun européen après 2 vétos du général de Gaulle. C'est au président Pompidou que la reine Élisabeth adresse sa déclaration d'amitié franco-britannique dans un français impeccable. Je forme le vœu, Monsieur le Président, que notre voyage aide, autant qu'il se peut, à souligner combien est essentielle l'alliance de nos génies nationaux. Versailles est une fois encore le moment clé du séjour, celui qui offre les images les plus mémorables. C'est un lieu qui incarne la continuité de l'histoire de France, depuis la monarchie jusqu'à la République. Et il y avait une forme de conscience du fait que son usage était très important en matière de relations internationales, de même qu'en matière d'assises du pouvoir présidentiel. Le plus beau palais du monde, c'est Versailles. Le plus beau. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Russie, où il y a de beaux palais, le plus beau, c'est Versailles. Le seul qu'on peut comparer peut-être, notre culture, c'est la cité interdite de Pékin. C'est les 2 grands palais mondiaux qui représentent la grandeur de leur pays lorsqu'elle est à son apogée. À Versailles, il n'y a pas que la beauté intrinsèque, il n'y a pas que la beauté architecturale, il y a surtout cette organisation de l'espace qui est tout entier tourné vers la volonté à la fois de réjouir le regard et d'impressionner celui qui se trouve là. Je crois qu'aucun visiteur, même s'il est blasé, même s'il habite lui-même un palais, les souverains étrangers, la reine d'Angleterre par exemple, ne peut être insensible à la majesté de cette véritable mise en scène. Versailles est mise en scène comme une machine à impressionner le monde. Imaginons l'effet que produit le grand appartement du roi sur un diplomate qui y entre pour la première fois. Il découvre des salons immenses, en enfilade, des marbres polychromes, des boiseries dorées, des peintures et des bas-reliefs, des bronzes, des bustes et des tapisseries. Le décor est conçu pour étourdir le visiteur, l'écraser sous une profusion d'images et de matières précieuses. 3 siècles après son achèvement, la magnificence de Versailles reste sans égale. Ce décor extravagant ne doit rien au hasard. Louis XIV et Colbert l'ont longuement mûri et réfléchi à des fins politiques. La Galerie des Glaces est le lieu politique par excellence parce qu'il exalte toute la nation française par la qualité des matériaux, des marbres qui sont utilisés, la richesse. Les miroirs coûtaient follement cher. Et Colbert a fait venir, dans le plus grand secret, des fabricants de Venise qui, en fait, ont dérobé le secret de fabrication de Venise pour l'acclimater en France. Alors faire des miroirs plus grands et de surcroît en multiplier le nombre jusqu'à 357 miroirs, c'était d'une insolence par rapport à toute l'Europe et par rapport à Venise en particulier. Il y a eu quelques occasions où la galerie a eu une destination tout à fait particulière. C'est lorsqu'il y a eu des réceptions d'ambassade auxquelles le roi voulait donner un lustre tout particulier.
Et le trône a été placé dans la Galerie des Glaces, sur une estrade haute de 7 marches, ce qui faisait que c'était à peu près à 1,80 m, avec le trône d'argent qui faisait 2,50 m. Et il faut imaginer l'ambassadeur traversant toute l'enfilade des salons, apercevant tout au loin, scintillant comme un ostensoir, en haut, le roi. Et de part et d'autre, 7 épaisseurs de courtisans. Et l'ambassadeur devait donc traverser, avec les révérences d'usage, ces 70 mètres pour arriver au pied du trône. Donc, je dirais, l'effet impressionnant devait jouer à plein. Au moment de l'exposition sur le mobilier d'argent, on avait reconstitué cet immense circuit que les ambassadeurs devaient faire dans le château pour finalement arriver jusqu'au roi, au bout de sa galerie. Donc le roi a vraiment, on ne peut plus en majesté. Et je faisais visiter l'exposition un jour à un groupe dans lequel il y avait un ancien préfet. Cet ancien préfet m'interrompt et me dit « Mais vous savez, quand il y a des problèmes et qu'il y a, par exemple, on doit recevoir une délégation de mécontents dans la préfecture, on s'arrange pour qu'ils traversent tous les salons de la préfecture avant d'arriver à mon bureau, parce que l'apparat républicain, etc., c'est quelque chose de solennel qui est éteint un peu les rancœurs, ils n'arrivent pas directement. Et ça l'a beaucoup fait rire quand je lui ai raconté ça, parce qu'il dit, bah oui, on utilise encore un peu les mêmes ficelles, finalement, de certains aspects des usages de la cour de France. À Versailles, la volonté de puissance prend des proportions écrasantes. Le palais de Louis XIV est une gifle qui l'assène au reste de l'Europe. Tout le décor est un manifeste de l'arrogance française. Louis XIV n'est pas simplement vainqueur de ses ennemis, il les foule aux pieds et les réduit en esclavage. Colbert avait été tout de même soucieux que ce qui était représenté ne devait pas trop provoquer les puissances européennes. Or, il se trouve que d'un bout à l'autre de la galerie, les puissances européennes sont véritablement maltraitées. On voit la France victorieuse, mais on voit aussi l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, comme des furies qui ne savent plus à quel sein se vouer. Et donc, c'est des images qui sont tout de même très très fortes. L'Allemagne, ennemie héréditaire, est envahie à de multiples reprises par les armées du roi, qui commettent des ravages effroyables. Les Allemands garderont un souvenir amer des victoires de Louis XIV. Et ce n'est pas un hasard s'ils choisissent Versailles comme lieu de leur revanche 200 ans plus tard. La Galerie des Glaces est le lieu où l'histoire franco-allemande ne finit jamais de résonner. Après nous avoir écrasés lors de la guerre de 1870, l'armée prussienne occupe Versailles et Bismarck exige d'utiliser solennellement la Galerie des Glaces pour y proclamer l'Empire allemand. Il s'agit bien d'humilier la France, là où la prétention nationale est la plus manifeste. Le match retour entre la France et l'Allemagne se déroule en 1919, exactement au même endroit, à l'occasion de la signature du traité de Versailles, qui met fin à la Première Guerre mondiale. Georges Clemenceau rend la monnaie de sa pièce à Bismarck. Cette fois, la France impose des conditions de paix très dures à l'Allemagne. Éternel balancement de l'histoire. Versailles incarne à nouveau l'appétit français de domination. Devant le château, les foules en liesse sont ivres de vengeance. Au même moment, à Berlin, les Allemands manifestent avec indignation contre le diktat de Versailles. Avec le recul, on voit bien que on a raté, quoi. Collectivement, on a raté la sortie de la Première Guerre mondiale, alors qu'on a réussi la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un moment de grandeur trompeuse, en fait. Puisqu'on voit bien qu'il aurait fallu réagir autrement, organiser les choses autrement, traiter autrement la question allemande, etc., etc.
20 ans plus tard, l'Allemagne nazie cherche à prendre sa revanche. Elle annexe l'Autriche et menace la Tchécoslovaquie. C'est encore dans la Galerie des Glaces que le président Albert Lebrun et le souverain britannique George VI lancent la riposte. Le souverain, qui a pris place dans la tribune royale aux côtés de M. Albert Lebrun, a revêtu sa tenue de campagne kaki, celle de 1918, et sous cet uniforme émouvant souvenir, on retrouve un peu en lui la silhouette de son père Georges V. La revue des troupes se déroule non pas sur les Champs-Élysées comme le veut la coutume, mais de façon tout à fait exceptionnelle devant le château. C'est un geste de défi clairement perçu par tous. Versailles est le monument qui symbolise tous les affrontements précédents avec l'Allemagne. Versailles est l'arme secrète de la République, celle qu'on ne dégaine que lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. Versailles entretient avec la République une relation très étroite. En 1789, c'est à Versailles que se déroule la première révolution, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On n'est pas encore en République, mais c'est déjà l'esprit de la République qui s'affirme à Versailles. Au lendemain de la chute du Second Empire, c'est d'ici que se forme progressivement à Versailles l'idée de République. D'autre part, la République n'a jamais quitté Versailles. Pendant toute la Troisième et la Quatrième République, c'est à Versailles que sont élus les présidents de la République dans la salle du Congrès. Donc Versailles, malgré son passé monarchique, joue dans l'histoire de la République et dans le fonctionnement de la République un rôle très important. Voici une des surprises que nous réserve le château du Roi Soleil. Il abrite depuis l'origine de la Troisième République la salle du Congrès. C'est le plus vaste de nos hémicycles parlementaires, le seul capable d'accueillir ensemble députés et sénateurs. Une fois encore, Versailles s'est ranimé. La République, la quatrième comme la troisième, donne volontiers à ses grands actes le décor solennel des anciennes monarchies. On est dans un lieu magique, le lieu de la République. Car, contrairement à ce qu'on pense, Versailles n'est pas un palais, uniquement un palais de la monarchie d'Ancien Régime. C'est le palais de la République. Tous les actes fondateurs de notre République ont lieu ou ont eu lieu ici. L'acte le plus important, c'est l'élection du président de la République. Nous avons oublié les étranges mœurs politiques des Troisième et Quatrième Républiques. Aussi inimaginable que cela paraisse aujourd'hui, le président n'était pas élu par les citoyens, mais par les parlementaires réunis dans la salle du Congrès. C'est dans cet apparat d'un Versailles légué par le grand roi aux gloires républicaines que M. Le Troquer allait présider, après un hommage applaudi au président Herriot, les rites constitutionnels du scrutin. Il y a eu, sous la Troisième République, le développement d'une sorte de cérémonial républicain d'élection, où l'ensemble des parlementaires se déplaçaient en train ou en voiture au château de Versailles. On allait chez le Roi Soleil, on fermait le château pendant une durée indéterminée, puisque l'élection pouvait durer plusieurs jours. Donc le château n'était pas ouvert pendant ce moment-là au public. Et puis, les journalistes, le public devant les grilles, regardaient passer les personnalités de l'époque, entrer au château de Versailles pour aller élire la plus haute autorité de l'État. C'était une forme de cérémonial républicain dont la présence à Versailles, en effet, n'était pas exempte de un peu d'attachement, une forme de cérémonial monarchique. Au 7e jour de session du Congrès de Versailles... En 1953, l'élection de René Coty est un feuilleton interminable. 13 tours de scrutin se succèdent pendant 7 jours. Les couloirs de Versailles accueillent à nouveau de savantes manœuvres politiciennes, comme à l'époque des intrigues et des cabales de la cour. Monsieur René Coty est élu président de la République française.
Aujourd'hui, nos présidents sont élus au suffrage universel. La salle du Congrès ne s'ouvre plus que rarement pour les réformes constitutionnelles. En 2009, Nicolas Sarkozy fait modifier la Constitution pour s'adresser directement aux parlementaires. C'est une grande première pour un président de la République française. Monsieur le Président de la République, au nom du Congrès du Parlement, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez la parole. Il voulait pouvoir s'adresser aux parlementaires, encore une fois, et chercher les moyens de le faire. Et il a trouvé la formule de les réunir en congrès pour leur faire une sorte d'adresse solennelle. Et à la fois, c'était l'idée de sortir un petit peu de la vie partisane pour se retrouver dans un lieu, j'allais dire, à la fois historique, mais en même temps plus neutre au plan de l'actualité contemporaine immédiate. La République est solidement ancrée dans notre pays. Le temps était donc venu que s'établisse entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif des rapports plus conformes à l'esprit d'une démocratie apaisée. Il vient parler devant un député et sénateur. Comme il est politiquement irresponsable devant le Parlement, il s'en va. Les députés et les sénateurs lui répondent alors qu'il n'est pas là. Et va répondre aux députés et aux sénateurs le gouvernement, qui n'est pas responsable des actes du président de la République. Donc tout ça est un petit peu bâtard, et je pense que c'est un tout petit peu un gadget politique. Mais la politique est faite de gadgets. La séance est suspendue. Avec cette adresse au Congrès, le président Sarkozy essaie de créer un nouveau cérémonial qui lui donnerait davantage de majesté. Il mobilise pour cela les fastes de Versailles. En réalité, les présidents n'inventent rien. L'un après l'autre, ils détournent à leur profit des formes imaginées par les rois pour asseoir leur pouvoir. La République a rapidement ressenti qu'elle avait également besoin d'un outil de représentation. Alors, sous la Ve République, ce besoin prend un tour nouveau dans la mesure où la Constitution de la Ve République installe le président de la République dans un statut d'exception. Et donc ce souverain républicain ou ce monarque républicain que devient le président de la République française ressent un besoin encore plus fort de disposer d'un outil de représentation au plus haut niveau de l'excellence imaginable. De Gaulle est probablement le premier président de la République à institutionnaliser l'utilisation du château de Versailles pour recevoir ses homologues étrangers. Et il va organiser une forme de cérémonial, d'accueil, de réception, de fête, de soirée, destinée à montrer quelle est la grandeur de la France, montrer également combien la République a su utiliser, réutiliser les splendeurs de la monarchie. On dit souvent que le général de Gaulle n'accueillait à Versailles que les souverains d'anciennes dynasties. En réalité, il a utilisé Versailles comme un outil diplomatique. Il reçoit par exemple Khrouchtchev une année et Kennedy l'année suivante. On ne peut pas refuser à Kennedy ce qu'on a accordé à Khrouchtchev l'année précédente. Avril 1960, Nikita Khrouchtchev se rend à Versailles guidé par André Malraux. Le successeur de Staline est en visite chez le roi Soleil. Nous sommes en pleine guerre froide et l'image étonne. Elle envoie un signal de décrispation conforme au souhait du général de Gaulle qui imagine alors une Europe élargie de l'Atlantique à l'Oural. Mais c'est l'année suivante, en 1961, que de Gaulle réalise son premier vrai coup d'éclat versaillais. J'aimerais vous raconter une très belle utilisation de Versailles. C'était la célèbre visite du président Kennedy et de sa jeune épouse sous la présidence du général de Gaulle.
L'apparition de Jackie en diadème revêt une élégance princière et le coup de foudre est immédiat avec le public français. Pour le président des États-Unis, la route de Schönbrunn passait par Versailles. Avant de faire face aux problèmes du présent, il put ainsi prendre conscience d'une grandeur passée qui s'était affirmée bien avant la naissance de la Fédération américaine. Et l'origine française de Madame Kennedy dut prendre aux yeux de son mari un prestige nouveau. Quant à Louis XIV, il put se féliciter une fois de plus d'avoir conçu pour les réceptions de la République le plus beau décor du monde. J'étais présent, monsieur le ministre des Finances à l'époque, et ils ont donné un dîner dans la Galerie des Glaces, et on a vu entrer par l'extrémité les deux couples, le couple de Gaulle et Jackie Kennedy, qui était surprenant et superbe d'ailleurs, et puis le couple, ensuite président Kennedy et madame de Gaulle. C'était probablement, au point de vue psychologique, au point de vue de l'événement, la résurrection un peu de Versailles. La visite des Kennedy devient un événement médiatique majeur. Les sujets de tension entre les deux pays passent au second plan. On oublie les désaccords sur la guerre d'Algérie ou la bombe atomique française. Jackie Kennedy, rayonnante, éclipse même son mari. Elle devient la vedette surprise de cette visite présidentielle. C'est la victoire du glamour sur la politique. I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Le séjour du couple présidentiel américain est un immense succès diplomatique. 16 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing tente d'en retrouver la recette. J'ai reçu plusieurs personnages, dont un président des États-Unis qui était Jimmy Carter. C'était l'anniversaire, enfin c'était un des anniversaires de la victoire de 1945. Et j'ai donné une grande manifestation ici où j'avais invité 4000 personnes. Donc il y avait une foule considérable. Ce grand dîner a été suivi d'une grande réception, l'une des plus importantes jamais données à Versailles sous la République. Plus de 4000 personnes se pressaient dans les salons du château et dans la Galerie des Glaces se baignaient d'une lumière feutrée comme à l'époque du grand siècle. Pour la première fois, les invités ont eu accès à des salons qui sont ordinairement interdits au public, mais malgré cet effort pour agrandir l'espace réservé à la réception, c'est dans une cohue indescriptible que les deux présidents ont traversé sous les applaudissements la Galerie des Glaces. La réception donnée pour le président Carter rassemble le tout Paris mondain, ainsi que celui des hauts fonctionnaires et des grands industriels, mais aussi les figures les plus célèbres du show business de l'époque, comme Lynn Renault ou Alain Delon, et encore Michel Morgan et Gérard Houry. La galerie bondée donne le spectacle d'un débordement de foule digne des grandes cérémonies d'autrefois, lorsque le roi ouvrait ses appartements pour célébrer les mariages princiers. Difficile de ne pas réveiller les échos de Louis XIV lorsqu'on veut utiliser son palais. On ne peut pas visiter Versailles, travailler à Versailles, vivre à Versailles, sans penser intensément à Louis XIV. Il est présent. Ce bâtiment, ce domaine, cette ville sont l'expression de sa volonté, sont l'expression également de sa vision du monde, sa vision du pouvoir, sa vision de la France. Donc il est là, il palpite. Ce n'est pas pour rien que le symbole qu'il a choisi pour le représenter, c'est le soleil, cet astre autour duquel gravitent toutes les planètes. L'univers entier gravitait autour du roi. Dans toutes les situations où il se représente, il est toujours au milieu des choses. Il est la source du bien, la source du pouvoir. C'est également vers lui que tout aboutit, toutes les décisions, notamment qui concernent la France. Il y a ce cheminement vers le château, la succession des cours, la cour d'honneur, la cour royale, la cour de marbre. On comprend dans ce rétrécissement progressif de l'espace à quel point on s'approche de plus en plus de la majesté centrale du lieu.
la perspective, les axes autour desquels le château s'organise convergent tous vers un seul point, vers la chambre du roi, donc vers ce lieu qui est le lieu par excellence de la représentation de la personne royale. Tout le château est organisé pour satisfaire l'obsession du pouvoir d'un souverain mégalomane. Il installe sa chambre à quelques mètres à peine de la salle du Conseil, où il rassemble chaque matin ses ministres. Donc Versailles, c'est vraiment une machine à gouverner, et on a peine aujourd'hui à imaginer le nombre de services, le nombre de bureaux, le nombre de ministères que le roi avait pu réunir autour de lui afin d'être totalement assuré que l'État fonctionnerait sous sa totale responsabilité, sous son contrôle totalement quotidien. Le roi Soleil a fait de son château le symbole du pouvoir immuable, par-delà les changements de régime et les révolutions. Le général de Gaulle, épris de grandeur nationale, ne pouvait que reprendre à son compte le prestige de Versailles. La soirée offerte au couple Kennedy lui a prouvé que le lieu était à la hauteur de ses ambitions diplomatiques. Il projette bientôt d'y aménager une véritable résidence pour les hôtes de la France. Désormais, la question qui se pose, c'est comment rendre Versailles habitable? Comment vivre dans cet énorme édifice bâti pour accueillir la cour? Comment moderniser un lieu conçu pour des rituels d'autrefois? Il est évident que le château de Versailles, par l'ampleur de ses espaces, la disproportion de ses volumes, est moins adapté à un usage quotidien. Le château n'est pas un lieu où, compte tenu de ce que sont les mœurs d'aujourd'hui, on peut vivre. Nos chefs d'État modernes ont besoin d'intimité. Aucun d'eux n'accepterait de vivre comme vivait Louis XIV, en public du lever au coucher, observé et jugé par sa cour. Il n'y a pas de jour où Louis XIV disparaissait. De tous les jours de sa vie, on sait exactement où il était, ce qu'il faisait. C'est-à-dire, on a peine à imaginer ce côté de représentation perpétuelle, perpétuelle, perpétuelle. Et on a vu chez ses successeurs, chez Louis XV, Louis XVI, apparaître comme le désir d'une vie intime, d'une vie privée. Le grand Trianon, le petit Trianon, les petits appartements sont en quelque sorte les symboles de cette recherche d'une intimité. La vie intime est impossible à Versailles. Elle a tellement peu d'importance qu'elle se déroule en retrait, dissimulée dans la profondeur du château. Voici le Versailles qu'on ne voit jamais, celui des cours intérieures, comme cette cour des serres, autour de laquelle s'organisent tous les espaces privés du souverain. Ils occupent une place dérisoire, l'équivalent d'une demeure bourgeoise enchâssée dans l'énormité du palais. Versailles n'est pas un lieu pour vivre, c'est seulement la demeure de l'État. Le général de Gaulle renonce donc à utiliser le château du Roi Soleil. Il choisit le Grand Trianon, l'ancien pavillon de villégiature, caché au fond du parc. Là, il va dépenser sans compter pour loger ses hôtes sous les ors de la monarchie. Lorsqu'est décidé officiellement l'aménagement du Grand Trianon pour les réceptions officielles, pour l'accueil des chefs d'État étrangers, il faut mettre en œuvre la restauration du Grand Trianon. Et il faut donc tout refaire. Il faut refaire les parquets, il faut refaire les boiseries, il faut refaire les ouvertures, les menuiseries, mettre aux normes l'électricité, le téléphone, pour que tout puisse accueillir des réceptions
et surtout des personnes qui vont y vivre. De Gaulle s'empare de Trianon pour le soumettre à un véritable traitement de choc. Les travaux prennent des proportions pharaoniques. Il mobilise 350 ouvriers et artisans pendant plus de 3 ans. Quand les gens viennent ici en 1966, les premiers visiteurs sont absolument estomaqués de voir ce lieu revivre, et à la fois revivre avec des collections, revivre avec du mobilier, revivre avec des tapis, et en même temps en s'étant adapté à une période contemporaine. Ces lieux sont extrêmement modernes. On a ici des cuisines qui sont très modernes, on a un système d'hydrométrie qui est quasiment parfait, on peut avoir une chaleur qui est modulable, et ça, c'est les années 60. Les appartements des chefs d'État sont aujourd'hui démeublés, mais il reste encore d'étonnantes petites chambres, aménagées dans les entresols de Trianon. Nous sommes dans des endroits très peu connus de Trianon, puisque ces chambres étaient occupées par les collaborateurs des autres étrangers qui étaient en visite officielle, reçus par les présidents de la Ve République. Et donc, on y vient très peu. Elles sont, dirait-on, dans leur jus. Rien n'a changé, rien n'a bougé depuis que le général de Gaulle a souhaité faire de Trianon-sous-Bois une résidence présidentielle. À force de vouloir bien faire, la République gaulienne en fait trop. La chambre de l'impératrice Marie-Louise est luxueusement restaurée pour devenir la chambre à coucher des chefs d'État. Mais elle servira très peu. Cette pièce aurait pu être la chambre des hôtes du général de Gaulle et de ses successeurs. Pour la petite histoire, ce lit a été occupé une seule fois par le Shah d'Iran en 1974. On dit que la reine d'Angleterre a refusé de l'occuper. Il se trouve que ce lit était le lit de Napoléon aux Tuileries. Ceci explique peut-être cela. Ce lieu était un mélange, d'ailleurs, conçu au départ par Louis XIV comme une sorte de villégiature où on recevait d'une manière plus intime. Au fond, le général de Gaulle a poursuivi la même idée en recevant ici, d'une manière plus personnelle, les autres étrangers qu'il recevait en visite d'État à l'Élysée d'une part, et puis avec plus de faste au château de Versailles quand il les emmenait, par exemple, assister à une représentation à l'Opéra Royal. En choisissant Trianon, de Gaulle offre à ses hôtes étrangers le lieu le plus privilégié de Versailles. Ici, on peut jouir pleinement d'une intimité impossible au château. Le domaine de Trianon est une suite de petits pavillons de plaisance, posés au milieu de jardins qui imitent le naturel de la campagne. Rien de monumental ou d'écrasant, c'est le royaume du pittoresque et de la fantaisie, façonné par la personnalité de Marie-Antoinette.
Il est tentant de voir en elle l'exact opposé de Louis XIV. Nous sommes dans le Belvédère, un délicieux pavillon qui a été construit pour Marie-Antoinette et qui lui permettait le soir, avant qu'elle ne regagne son château, le Petit Trianon, bien de profiter du décor pour boire un rafraîchissement et écouter de la musique, d'où l'autre nom, pavillon de musique. Le Trianon, qu'il soit grand ou petit, a toujours été du temps des rois un refuge. C'est l'endroit où le roi peut enfin se ressourcer. Mais attention, c'est aussi un endroit où il peut méditer, comploter et faire des rencontres quelque peu discrètes. Et cette façon de se comporter à Trianon va se transmettre de génération en génération. Louis XIV au Grand Trianon, Louis XV qui fera construire le Petit Trianon, et Marie-Antoinette qui, elle, va venir s'installer ici. Et en faisant ainsi, elle s'éloigne des contraintes de la cour, elle s'éloigne de la rumeur, elle s'éloigne du complot. Elle pense trouver ici le repos, j'allais dire, et l'apaisement, grave erreur. Avant de porter un jugement sur les erreurs politiques de Marie-Antoinette, il faut se rappeler son extrême jeunesse. C'est une reine de 18 ans, frivole, moqueuse, qui aime les divertissements. Elle fait de Trianon une sorte d'anti-Versailles. L'étiquette qui règle la vie au château ne s'applique plus. Seuls ses caprices font la loi. À partir du moment où Marie-Antoinette commence à ne plus dormir à Versailles systématiquement, vouloir coucher à Trianon, etc., une fois ou deux, ça pose aucun problème, mais quand ça devient systématique, alors à ce moment-là, les calomnies qui s'en mêlent, les soupçons, on va dire que la reine peut commettre l'adultère sans aucun problème. Et Trianon va cristalliser, en fait, tous ces soupçons, toutes ces rancœurs, parce qu'il y a eu un équilibre qui a été rompu. Je me suis souvent dit qu'à partir du moment où les monarques, les rois, les reines, aspiraient finalement au droit à une vie ordinaire, à une vie privée, ils condamnaient en quelque sorte la monarchie. La monarchie, telle que l'avait voulu Louis XIV, ne pouvait exister que dans cette monstruosité quotidienne qui faisait en quelque sorte du roi la reine d'une ruche. Donc cette personne centrale dont tout vient et vers qui tout converge. Le Trianon de Marie-Antoinette est un rêve de liberté et de douceur de vivre, bien plus qu'un lieu de pouvoir. De Gaulle lui-même ne résiste pas au charme des lieux et il réquisitionne pour son usage personnel une aile entière du Grand Trianon. Nous sommes dans la chambre du général de Gaulle et de son épouse Yvonne. Peut-on imaginer pièce aussi modeste que celle-ci, avec ces deux lits qui sont des lits jumeaux, qui sont très étranges tout de même, puisqu'il a fallu en rallonger un pour le général, et du coup on a rallongé l'autre, donc on peut imaginer la grande stature du général de Gaulle, et à côté cette petite Yvonne, toute petite dans son grand lit, en longueur, puisque ce lit fait 2 mètres de long et 1 mètre de large. Ce qui a fait dire à Valéry Giscard d'Estaing que c'était des lits interminables. Mais au-delà de l'anecdote, on voit que cette pièce est tout à fait modeste et assez conforme à l'idée que le général de Gaulle se faisait de sa vie personnelle. C'est-à-dire que autant il voulait afficher la grandeur de la France à travers les fastes de la République quand c'était nécessaire et qu'il recevait des hôtes étrangers, autant lorsqu'il était dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, comme le disent tous les témoignages de l'époque, il menait une vie tout à fait simple et tranquille, ce qui fait dire aux conservateurs de Trianon qu'il faut venir voir la chambre du général de Gaulle à Trianon, puisque c'est beaucoup plus près de Paris et que ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à colomber les 2 églises. C'est notre petite fierté à nous lorsque l'on parle de ces lieux privés et intimes du général de Gaulle. De Gaulle complète son installation par une série de bureaux qu'il organise comme à l'Élysée. Il sera à son aise pendant ses séjours versaillais. Le général de Gaulle avait une vision très claire de ce que représentaient les lieux. Et donc, s'il a choisi Versailles, c'est juste pour l'image du pouvoir et pour aussi satisfaire ces hôtes étrangers qui, eux, étaient impressionnés par le château de Versailles. Rien n'a changé depuis.
tout chef d'État a envie de venir à Versailles. Et donc c'était vrai du temps du général de Gaulle, comme ça l'est encore. Et je crois que le général de Gaulle n'a fait que inscrire, si j'ose dire, les rêves des autres étrangers dans l'histoire de la France en les accueillant ici. Ça n'était pas neutre en termes d'image que d'aménager le Grand Trianon. On a beaucoup reproché à De Gaulle, à l'époque, dans les années 60, son côté un petit peu monarchique, l'utilisation qu'il faisait du pouvoir que lui donnait la Ve République. Évidemment, le réaménagement du Grand Trianon à des fins présidentielle, républicaine, lui a été reproché. Il y a une caricature épouvantable où c'est De Gaulle emménage au Grand Trianon et donc il regarde à l'horizon en Louis XIV et il dit « Ne sont-ce point les bidonvilles de Nanterre qu'on aperçoit là-bas » L'ensemble des présidents de la République a été caricaturé en souverain. Ça tient évidemment au pouvoir conféré au président par la Constitution de la Ve République, et ça peut tenir également à cet usage, cette utilisation d'anciens lieux de la monarchie, et le plus symbolique d'entre eux, Versailles, pour justement des usages diplomatiques et du coup médiatiques. Ils sont mis en scène à Versailles en tant que président et du coup caricaturés en roi de France. Charles de Gaulle ne profite pas longtemps de son installation versaillaise. Il n'aura qu'un seul invité à Trianon, le président Richard Nixon, qui y séjourne en mars 1969. C'est le dernier grand rendez-vous diplomatique de la présidence gaullienne, qui voit se croiser un président américain fraîchement élu et un vieux général au crépuscule de sa carrière. De Gaulle abandonne le pouvoir quelques mois plus tard. Il laisse à ses successeurs une nouvelle résidence éblouissante. Valéry Giscard d'Estaing saura se l'approprier pour inaugurer en grande pompe son entrée dans la fonction présidentielle. Quand le président Pompidou est mort, il avait invité, avant son décès, en visite le Shah d'Iran. Je suis élu au mois de mai, et la visite du Shah d'Iran était prévue pour le mois de juin. Alors on me pose la question, est-ce qu'on la décommande, puisque le président a disparu? Alors, je réfléchis un peu, je me dis, c'est une visite importante. L'Iran, à l'époque, était un pays important au point de vue économique, militaire, diplomatique dans le Moyen-Orient. Je me dis, je vais recevoir le Shah d'Iran. Ce n'était pas la première fois que le Shah d'Iran et la Shah Banu venaient en France en visite officielle. Mais de De Gaulle à Giscard d'Estaing, beaucoup de pétrole a coulé dans les pipelines du Proche-Orient et le potentiel iranien a considérablement grandi. Donc le premier dîner que nous avons donné, mon épouse était là, c'était pour le Shah et la Shah Banu, et nous l'avons donné dans la Galerie des Glaces. J'avais demandé qu'on soit placé de telle manière qu'on puisse ouvrir et regarder par les fenêtres. Et on avait ouvert les fenêtres. C'était, je crois, au mois de juin. Il faisait très beau. Et donc, la galerie était ouverte sur le parc superbe. On utilisait la très belle vaisselle que la République possède, et le service était excellent. Mais j'avais une idée qui était de faire un feu d'artifice sur le Grand Canal. Et je m'étais dit, bon, ce feu d'artifice, c'est pas pour les invités. Les invités, je me souviens plus du nombre, ça devait être 1 millier ou 900 personnes. Je me suis dit, il faut que la population puisse voir. J'avais donc demandé qu'on ouvre les grilles du parc de Versailles et que le public soit admis avec naturellement quelques précautions de sécurité à cause des fusées du feu d'artifice. Et alors, on avait le printemps, le ciel admirable, le Grand Canal, les arbres, le feu d'artifice et les cris de joie du public qu'on entendait jusque dans la Galerie des Glaces. Et dans le décor de la Galerie des Glaces, comme autour du grand bassin, la République giscardienne aurait pu s'écrier en se voyant encore capable de tant d'éclat « Merci Louis XIV ».
l'incontournable Louis XIV. C'est lui qui a inventé les fêtes de nuit à Versailles pour en faire l'élément le plus séduisant de la propagande royale. Alors quand Louis XIV donne sa première fête à Versailles, il y a aussi la volonté de magnifier la splendeur de la cour de France et c'est la raison pour laquelle, immédiatement après ces grandes fêtes, il y a des véritables recueils qui sont rédigés, imprimés avec des gravures. La volonté de diffuser la perfection de ces fêtes, c'est aussi une volonté de propagande. Ces recueils sont envoyés à l'étranger aussi. Tous les ambassadeurs qui partent en poste ont ça dans leur bagage pour pouvoir offrir non seulement aux monarques, mais aussi aux grands dignitaires des cours étrangères. Donc on voit vraiment qu'il y a ce souci de montrer la magnificence de la cour par le vecteur de ces descriptions et de ces gravures de fêtes. Les jardins de Lenôtre sont la partie la plus fragile du grand décor royal voulu par Louis XIV. Méticuleusement conservés, ils ont traversé les siècles et nous sont parvenus presque intacts. Ils sont conçus eux aussi pour sidérer le visiteur, selon un protocole précis élaboré par le roi lui-même. Le jardin de Versailles, c'est un des lieux incontournables qu'il faut voir à Versailles. Quand Louis XIV reçoit à Versailles, il faut absolument aller voir les jardins. Il y a une visite vraiment programmée et pour que vraiment on ne manque rien, qu'on ne manque pas un effet comme au théâtre presque, Louis XIV rédige très tôt une manière de montrer les jardins de Versailles. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de note de service adressée aux conducteurs des ambassadeurs pour leur faire vraiment découvrir tous les détours du jardin. Et en suivant exactement l'itinéraire fixé par le roi, non seulement on ne manque aucun coup d'œil impressionnant sur les jardins, c'est-à-dire depuis le château d'abord, puis ensuite toute la déambulation, mais aussi on va, sans passer au même endroit, traverser tous les bosquets du jardin pour remonter jusqu'au château et on aura une visite ainsi complète du jardin de Versailles. La tradition a été reprise par nos présidents de la République. Les limousines ont remplacé les chaises à porteurs. On montre les jardins comme un exemple parfait de la magnificence royale. Il y a un autre exemple, c'est l'orangerie. Cette immense galerie qui se trouve sous la terrasse et qui est faite pour abriter l'hiver les orangers participe aussi à la gloire du roi. Pourquoi? Parce que Louis XIV va réunir à Versailles une quantité jamais réunie d'arbres rares. Ce sont les orangers, ce sont les grenadiers et ça sera un moyen aussi d'étonner les ambassadeurs étrangers. On sait que par exemple les ambassadeurs du roi de Siam qui visitent les jardins en 1686 sont absolument admiratifs de voir l'orangerie en disant que le roi de France doit être bien puissant pour offrir un tel palais à des arbres. Les décorations extérieures du palais reprennent les thèmes guerriers de la Grande Galerie et des grands appartements. Les façades sont surmontées de trophées qui représentent les dépouilles arrachées aux vaincus. Dans le parc, les bosquets forment des salons de plein air qui sont encore des lieux de représentation politique. Les fontaines se font porteuses de messages. Un géant rebelle est foudroyé par Jupiter et enseveli sous des rochers,
allusion limpide au destin des ennemis du roi. Un autre bosquet présente la France triomphante, qui subjugue ses ennemis. Plus loin, c'est la renommée qui grave pour la postérité les triomphes du roi. Sculpteurs, fontainiers et jardiniers s'associent pour glorifier le roi Soleil dans les jardins, au même titre que les peintres et les décorateurs à l'intérieur du château. Cette tradition pèse encore sur les créateurs contemporains. Impossible d'intervenir à Versailles sans célébrer le souvenir de Louis XIV. Pour moi, intervenir en tant qu'artiste contemporain à Versailles depuis 300 ans, il y avait quand même une certaine pression, je pourrais dire. Donc il fallait que moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste contemporain, je trouve ce lien qu'il pouvait y avoir entre un grand roi et un petit homme de la République. Voilà, comment faire ce lien? Pour faire écho entre les époques, Jean-Michel Othoniel dessine ses fontaines en s'inspirant des propres pas de danse de Louis XIV, soigneusement notés par le maître de ballet de la cour. J'ai redessiné ces danses pour en faire des volutes qui sont proches de mes sculptures. Donc c'est en même temps des sculptures entièrement miennes, complètement contemporaines, et en même temps c'est vraiment le roi qui danse sur l'eau aujourd'hui en 2014. Louis XIV, quand il ne pouvait pas régner, il a inventé son personnage de roi dansant, dominant la cour. Donc lui, ayant 14 ans, il faisait des bonds de 3 mètres, il était resplendissant. Et ces vieux ministres qui avaient 40 ans, eux se traînaient lamentablement derrière lui. Et il a donc imposé son pouvoir en tant qu'artiste, artiste danseur. Et quand on dit cette expression française, faire danser quelqu'un, il y avait vraiment cette volonté de Louis XIV dans cette idée de faire danser les autres à son pas, en fin de compte, de mettre au pas français les cours d'Europe. Louis XIV est un précurseur. Il invente le culte de la personnalité et pousse à son paroxysme l'utilisation politique de la culture. Nos dirigeants modernes appliquent toujours les recettes de cette politique spectacle élaborée par le roi Soleil. Valéry Giscard d'Estaing prendra le plus grand soin de ce somptueux héritage monarchique. Durant son septennat, il fait restaurer les grands appartements et la chambre du roi qu'il inaugure en direct à la télévision. Pour le président de la République, c'est une grande fierté de venir présider cette inauguration aujourd'hui, et pour l'amateur, c'est une grande joie, parce que vous avez vu la qualité artistique du travail accompli ici. En tout cas, c'est un lieu où la France a connu à la fois la grandeur et la perfection. Et je souhaite que ceux qui y viennent, et notamment, je l'espère, l'année prochaine, de très nombreuses classes et établissements d'enseignement de la région d'Île-de-France et de province, puissent retrouver la grandeur et la perfection de la France. Le président Giscard d'Estaing fait aussi de Trianon un lieu de séjour privé, dont il se sert volontiers en dehors des occasions officielles. De Gaulle avait créé une sorte d'usage d'utiliser l'appartement qui est dans Trianon, où nous sommes, qui était la résidence où lui-même se rendait, où le grand dauphin se rendait, et qui était un appartement qui occupe une aile de ce palais. Et j'y venais avec plaisir au printemps, parce que quand on est en fin de semaine à l'Élysée, que Paris est un peu vide au point de vue administratif, au point de vue du travail, à ce moment-là, le samedi soir, je partais en voiture et nous arrivions par derrière et j'allais passer la soirée dans cet appartement. On pouvait trouver là des sources de la culture et de la grandeur française, si vous voulez. Quand on est dans Paris, on circule, on voit des bâtiments superbes. Les Invalides sont un bâtiment superbe. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose, on circule. Tandis que là, on s'installe. Et la galerie qui est là, il y a une petite galerie à une proportion telle que dès qu'on entre, on se sent reposé et soulagé. C'est bien sûr à Trianon que le président Giscard d'Estaing choisit de fêter en famille l'anniversaire de ses 50 ans. Les années 70 voient s'accélérer le rythme des réceptions à Trianon. Le rituel est immuable. Chaque visite répète les mêmes gestes aux mêmes endroits.
Mirage du pouvoir, les visites officielles écrivent une histoire parfaitement lisse, celle d'une France qui traverserait, imperturbable, les crises des années 70, les guerres, les révoltes et les attentats. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un attentat écœurant de gratuité et d'ignorance. Ce qui s'est passé cette nuit à Versailles révoltera tous les Français et d'une manière générale tous les amateurs d'art et d'histoire. Le château de Versailles est un des grands monuments qui, peut-être par miracle, peut-être aussi par une sorte de respect instinctif des hommes, a échappé à la bêtise du vandalisme et de la destruction pendant très longtemps. Eh bien, aujourd'hui, la bêtise a fait son œuvre. Une bombe vient d'exploser dans l'aile du Midi. Les dégâts sont importants et revendiqués par les autonomistes bretons. Versailles est un double symbole, symbole du pouvoir absolu et centralisateur, mais aussi symbole et fleuron de la culture française dans le monde, une culture qui, toujours selon eux, étouffe leur propre culture régionale. La charge explosive a été placée à dessein, non pas dans les appartements de Louis XIV, mais dans une partie beaucoup moins connue du château, le musée de l'histoire de France. Ce n'est pas la monarchie qui est visée, mais bien l'État français, dont le musée célèbre les accomplissements sur près de 1000 ans. Ce musée de l'histoire de France est la création de Louis-Philippe, roi des Français, qui monte sur le trône après les 40 ans de secousses politiques qui suivent la Révolution. Louis-Philippe arrive au pouvoir dans des conditions tendues, controversées. Le pays était divisé. Louis-Philippe veut réconcilier l'Ancien Régime et la Révolution, les vieux principes et les nouveaux principes. Et donc à Versailles, il trouve le cadre le plus propice à l'illustration, en quelque sorte, de cette idée. Il veut démontrer à travers l'accrochage d'un musée que l'histoire de la France est une histoire continue, une histoire dans laquelle finalement se joue quelque chose de formidable, c'est-à-dire l'affirmation de la nation française. Le Versailles de Louis-Philippe est un livre d'images qui célèbre une France éternellement victorieuse. Cette grande saga nationale commence avec le Moyen-Âge et les croisades. Les icônes de nos livres d'histoire sont toutes là. Philippe Auguste est vainqueur à Bouvines. François Ier triomphe à Marignan, comme le général Kléber à Fleurus. Les États généraux de 1789 sont mis à l'honneur, ainsi que les succès des généraux de la Révolution. Surtout, Napoléon Bonaparte entre en force chez le roi Soleil. Un salon est spécialement aménagé pour accrocher l'immense tableau du sacre de l'empereur. Tandis que l'épopée militaire napoléonienne se déroule sur tout le rez-de-chaussée de l'aile du Midi. Réunir tous les Français autour d'idées partagées et les conduire ensemble vers un destin partagé, c'est pour un homme politique, un roi en l'occurrence, s'agissant de Louis-Philippe, un dessein tout à fait extraordinaire. Les autonomistes projetaient d'anéantir un symbole d'unité nationale. Mais les symboles ont la vie dure et le musée de l'histoire de France du château de Versailles est patiemment remis en état. 4 ans plus tard, il ne reste pas trace des dégâts, alors que le château va connaître un de ses moments les plus éclatants. Précédés par l'hélicoptère de l'armée de terre transportant leurs bagages,
Voici la vue qu'auront alors les chefs d'État depuis l'hélicoptère présidentiel. Ils découvriront alors le château sous un angle splendide, tel que Louis XIV, le roi Soleil, aurait aimé le voir. Vous êtes dans l'hélicoptère présidentiel, l'hélicoptère se pose sur la pelouse. Face au château, les grandes eaux ont été allumées, c'est un spectacle royal. Voilà, l'escalier s'abaisse. Vous êtes le président, imaginez, il y aura alors en plus la troupe rendant les honneurs, tapis rouge et cortège jusqu'au Grand Trianon, encadré par l'escadre d'élite de la CRS numéro 1. Nous sommes en juin 1982 et la France se prépare à recevoir à Versailles les dirigeants des 7 pays démocratiques les plus industrialisés. D'abord, c'était le tour de la France d'organiser le sommet du G7. Moi, j'étais entouré de plusieurs assistants, dont Ségolène Royal et François Hollande, qui travaillaient avec moi à ce moment-là. Et nous avions réfléchi et on avait pensé à 2 lieux. Le premier lieu, c'était l'Hatch, la maison de François Mitterrand. Et puis, Ségolène avait proposé le Trianon. Et donc, dans une note d'ensemble, j'ai réuni les 2 hypothèses, en plaidant pour un sommet modeste à l'Hatch. Et François Mitterrand a noté cette note en disant « Pourquoi pas Versailles ?» Quand le choix de Versailles a été annoncé, dans la presse, il y a eu un mélange de commentaires, disons, un peu automatiques concernant la France, c'est-à-dire admiratifs, ironiques, sarcastiques. Alors, il y avait Versailles, c'est quand même prodigieux, Louis XIV, quelle figure, controversée, mais quand même une figure exceptionnelle. Mais ces Français, pourquoi ils se prennent? Il y a un mot en français qu'emploient les Allemands, qui est la grande nation. Ah, ça y est, ils se croient redevenu la grande nation. Bon, mais c'est toujours mélangé avec de l'affection, de l'intérêt, de la curiosité. Il y a un peu de jalousie, tout est mélangé. Monsieur le Président, est-ce que le fait d'avoir choisi le château de Versailles comme cadre du sommet est un acte symbolique? Autrement dit, avez-vous voulu marquer par là un certain renouveau du rayonnement et de la puissance française? C'est symbolique, vous avez raison de le dire, et puis c'est quand même très réel aussi, hein. On y est d'ailleurs. Vous y êtes et moi aussi. Donc c'est un acte très réel, un acte dans le concret, mais qui a une valeur symbolique. Donc nous n'habitons pas les symboles, on ne se promène pas sur des petits nuages. Non, nous sommes au château de Versailles. Bon. Et pourquoi, madame? Pour que le rayonnement de la France, dans ces lieux très beaux, puisse faire que ceux qui nous quitteront puissent dire cette France d'autrefois et cette France d'aujourd'hui, c'est pas si mal que ça. 82 à Versailles, c'était une idée un peu provocatrice, amusante, de François Mitterrand, et qui se disait, au fond, il n'y a pas de raison d'être complexé, il n'y a aucune raison que les partenaires de la France croient que parce que c'est la gauche au pouvoir, on va mal recevoir. La France, c'est la France. Donc il assume. J'ai vu dans un journal qu'un de nos amis hollandais avait dit « mais c'est pas très républicain tout ça ». Mais le peuple de Paris est venu aussi à Versailles. Il n'y a pas que les monarques. Ils s'y sont même rencontrés dans des jours difficiles. J'ajoute que la République est dans ses meubles quand même, non? Ça fait déjà un bout de temps. On ne voit pas pourquoi la République s'installerait forcément, nécessairement et par vocation naturelle dans les endroits où ni l'art, ni l'histoire, ni le confort quand même, n'ont été réunis. N'oubliez pas que c'est un gouvernement d'union de la gauche, avec des ministres communistes. Et il recevait à Versailles le président des États-Unis, et Madame Thatcher, etc., etc. Voilà la démarche. Il y avait un peu de défi dans la démarche. 14 heures au Grand Trianon, oui, c'est une longue et dure journée qui se prépare pour nos gardes républicains. 7 fois de suite, toutes les demi-heures, très précisément, ils vont rendre les honneurs aux hôtes de la France, aux hôtes de François Mitterrand, arrivé bien sûr le premier, afin d'accueillir ses invités avec le chef du protocole. Chaque chef d'État ou de gouvernement est piloté, chaperonné par un membre du gouvernement. Charles Fitterman pour le président du Conseil italien, Giovanni Spadolini, 57 ans.
Jean-Pierre Cotte pour le Premier ministre japonais, Zenko Suzuki, 71 ans. Ou encore Nicole Questiot pour le Premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau, 62 ans, qui a emmené son fils à la découverte des splendeurs versaillaises. Le tapis rouge également pour Helmut Schmidt, 64 ans, chancelier d'Allemagne fédérale, accompagné de sa charmante interprète. Tout était réglé au millimètre. Le protocole avait réglé le pas des chefs d'État en fonction de la longueur de leur pas, de façon à ce que les entrées se fassent parfaitement. Donc tout était vraiment réglé comme un valet. L'idée, c'était de leur remettre dans la vue, ça c'est clair. François Mitterrand avait été élu sur le slogan de la force tranquille, et c'est tout tranquillement qu'il va mener ce G7. Premier président de gauche de la Ve République, il reçoit les principaux leaders mondiaux avec le sourire et une décontraction très étudiée. Une impression formidable de voir Versailles ressuscité. Pas le Versailles historique, des gravures, tout ça, mais des Versailles bourrés de gens. Bourrés de gens, comme ça devait exister autrefois, moins empesé qu'à l'époque où il y avait la cour là, pour discipliner les grands de l'époque, mais des gens courant partout, des gens de presse, des policiers, des délégations, des diplomates de tous les pays. C'était très amusant. Voir Versailles vivant, ça c'est un privilège que j'ai connu. Qui se souvient encore des questions de politique monétaire abordées par les chefs d'État? Le sommet exploite magistralement tous les espaces du château. Le décorum versaillais transforme ce G7 en un chef-d'œuvre de politique spectacle. Comme autrefois, les fêtes obéissent au goût du prince. Et François Mitterrand impose son bon plaisir à ses invités. Il leur offre un récital de chants médiévaux dans la chapelle royale. Effet de surprise garanti sur Ronald Reagan et ses collègues du G7. En marge des réunions de travail, le G7 donne lieu à des soirées éblouissantes qui multiplient les références à l'histoire. Maintenant va commencer la longue promenade où le président Mitterrand va conduire ses invités à travers le parc du château et les parterres illuminés avec accompagnement des grandes eaux. Ce domaine, il le leur montre tel qu'il est, dans toute sa splendeur, dans sa féerie. Ce n'est pas, contrairement à Louis XIV, le tour du propriétaire, c'est beaucoup plus que cela. Il va être leur guide en des lieux fabuleux, mais qui appartiennent au patrimoine national français. Versailles est à nous tous parce que nous sommes les héritiers de ceux qui l'ont construit, agrandi, embelli, en exécutant, certes, les volontés de 4 rois. Le deuxième soir, nous avons passé 2 nuits ici.
très tendu, avec des événements tout à fait difficiles, puisqu'il y avait à la fois le début de la guerre du Liban. Monsieur Begin a trouvé malin de déclencher la guerre au Liban au moment où nous lancions des feux d'artifice ici, ce qui évidemment faisait mauvais genre. Et François Mitterrand, comme les chefs d'État, logés dans le Trianon, et moi aussi, comme j'étais un peu le pilote de l'ensemble, j'avais une chambre au Trianon. Et François Mitterrand me demande de venir le voir à 1h du matin, et on peut penser que nous avons passé du temps ensemble pour parler de tous les sujets dont je viens de parler. En fait, nous avons passé 2 heures ensemble à regarder le plan de table du dîner du lendemain, qui devait avoir lieu à la Galerie des Glaces, pour voir qui était où. Mais en réalité, avec une seule préoccupation de François Mitterrand, c'était qu'il avait invité à la fois Daniel Mitterrand, mais aussi Anne Pinjot, et qu'il fallait faire en sorte qu'Anne soit bien placée, mais que Daniel ne puisse pas la voir ni quand elle rentre, ni quand elle sort, ni pendant le dîner, tout en respectant un certain règle protocolaire. Et nous avons fait ça le plus élégamment possible. Vous voyez que très rapidement, les réflexes de cour reviennent dès qu'on est au château de Versailles. Les courtisans ont toujours existé. C'est-à-dire que quand vous avez du pouvoir, vous voyez beaucoup de monde arriver autour de vous et qui vous disent que vous êtes beau, qui vous affirment que vous êtes le meilleur. Mais le jour où vous n'êtes plus au pouvoir, ces courtisans, ils sont ailleurs. Et j'ai connu d'ailleurs à une époque où Chirac voulait se faire élire président de la République et il n'avait pas le vent en poupe. Tous les courtisans sont partis. Mais le jour où il a été élu, ils sont tous revenus. Et alors, évidemment, autour de Mitterrand, il y avait un tel ascendant, une telle autorité, un tel charisme, tout ça. Il y avait des gens qui se positionnaient un peu comme des courtisans à l'ancienne, en faisant des compliments figuriques qui le faisaient sourire. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Jamais Pierre Mauroy n'a fait partie d'un phénomène de cour. Ni Pierre Bérégovoy, ni Jacques Delors, ni Laurent Fabius, ni Roland Dumas. Roland Dumas était un peu en figurique, mais pas parce qu'il était dans la cour. C'était habileté d'avocat, vous voyez. Donc il faut bien dissocier une sorte de cours à titre privé qui est une sorte de hobby et la conjonction des phénomènes de cours et des phénomènes de pouvoir et de décision politique avec une confusion éventuellement regrettable. C'est pas du tout la même chose, c'est pas ce que j'ai vécu moi. Pour ma part, je n'ai noté des phénomènes à la Saint-Simon que dans une circonstance, en voyage. Dans l'avion, le président est devant, dans sa cabine, l'aide de camp sort et vient dire à ceux qui sont les élus qu'ils ont le droit de dîner à la table du président. Exactement la scène que Saint-Simon raconte quand le roi s'enferme et envoie le chambellan pour dire qui a le droit d'entrer pour dîner. Exactement la même scène, sans qu'elle soit pensée comme étant la même. C'est la même. J'ai été très frappé de la vivre une centaine de fois, avec le caractère faussement modeste de ceux qui sont invités, le caractère discrètement déçu de ceux qui n'y sont pas. Enfin, tout s'y trouve. François Mitterrand profite pleinement du sommet de Versailles pour ciseler, en orfèvre de la politique, son image présidentielle. Il se place en permanence au centre du jeu, tout en faisant les honneurs du château à ses invités. Il renouvelle à quelques siècles d'écart les gestes protocolaires inventés par Louis XIV. Les fantômes de Versailles peuvent dormir tranquilles, la relève est assurée. Il faut penser la fonction présidentielle comme l'incarnation d'une histoire magnifique du pays, d'une grandeur, avec les bons et les mauvais côtés. Et à ce moment-là, quand on est à Versailles, mais on incarne cette grandeur. On se sent à l'aise. Par contre, quand on est président juste pour vérifier tous les matins ses sondages et se poser la question de savoir quelles sont les alliances qu'on va pouvoir nouer, on est très mal à Versailles. Avec ce G7 somptueux, François Mitterrand s'impose comme le plus monarchique de nos présidents, secrètement travaillé par la référence à Louis XIV. C'est ce que laisse deviner son ultime rencontre avec le président Giscard d'Estaing, quelques semaines avant son décès.
Nous avons parlé longuement. Je lui rendais une visite comme ancien président de la République, allant voir un autre ancien président de la République qui était très malade et manifestement très proche de sa fin de vie. Nous avons une conversation très longue, très calme, très explicative sur les attitudes et sur les événements. Et en effet, j'ai remarqué qu'il avait posé sur une petite table le testament de Louis XIV. C'est un livre intéressant comme référence historique sur la gestion d'un pays par un roi, un monarque absolu. Alors, il l'avait posé tout près, à distance de bras, de cette table de nuit. Je ne sais pas pourquoi. Le sommet du G7 de 1982 est vraiment l'apothéose de l'utilisation républicaine du château. Les pouvoirs publics se rendent compte dans les années 1980 que Versailles et le Grand Trianon sont des lieux qui ne sont pas très pratiques pour l'utilisation officielle. C'est loin de Paris, loin des ambassades, loin du palais de l'Élysée, loin des lieux de discussion, de rencontres formelles ou informelles. Lors des dîners officiels, on est obligé de couper l'autoroute entre Paris et Versailles, l'autoroute A13, à toute circulation pour laisser passer les convois officiels. Dans un ballet parfaitement orchestré, la préfecture fait alors fermer l'autoroute de l'Ouest, devenue l'autoroute des Princes. Le peuple, lui, se retrouve livré à lui-même et à des policiers nounous transformés en guides routiers. Ils auraient dû faire leur réunion ailleurs, hein, parce qu'on ne ferme pas une autoroute pour ça. National embouteillé pour les imprudents, voie royale pour les cortèges officiels. En un peu moins d'une heure, 34 chefs d'État et de gouvernement rallient Versailles. Barbara et Georges, amoureusement. Maggie, tardivement, violant de 10 minutes le chrono protocolaire. Les princes de la démocratie s'offrent des pas de deux. Dehors, le ballet continue. Versailles est bloqué depuis bientôt 3 heures et la fine fleur de la bourgeoisie locale n'apprécie guère ce retour des privilèges. Après Mitterrand, Versailles est un petit peu délaissé, en tout cas comme lieu de pouvoir. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ne vont plus organiser de dîners d'État, de réceptions officielles au château. Il y aura des visites. Kadhafi, par exemple, vient visiter le château de Versailles, mais c'est une visite privée, avec plusieurs dizaines ou centaines de journalistes, avec une suite très importante, mais ça n'a pas un caractère de réception officielle. Il est accueilli par Jean-Jacques Aillagon, le président du château de Versailles, mais pas par le président de la République. Il est venu un jour d'ouverture au public. Et justement, j'ai d'emblée indiqué au gouvernement qu'il serait impossible de fermer le château à la visite, et cela d'autant plus que les visiteurs, de plus en plus souvent, pré-réservent le jour de leur visite. Donc on ne peut pas, quand ils arrivent, leur dire que c'est fermé pour cause de visite du colonel Kadhafi. En plus, le colonel Kadhafi n'est pas la personnalité la plus populaire, celle à laquelle l'opinion pardonnerait le plus facilement d'interrompre sa visite du château de Versailles. Le séjour à Paris du colonel Kadhafi déclenche un festival de polémiques. Ex-terroriste, prétendument repenti, il multiplie les provocations et crée la stupeur en plantant sa tente bédouine en face de l'Élysée. Versailles est un des moments les plus surprenants de ce séjour à haut risque. Le colonel Kadhafi est arrivé très en retard. Nous l'attendions, je crois, pour 11 h du matin. Il a dû arriver à 1 h de l'après-midi. Dans une tenue un peu extravagante pour la visite d'un château, il portait une sorte de canadienne, un bonnet de fourrure également. Bon, il s'était ainsi habillé pour aller ensuite chasser le faisan à Rambouillet. La tenue n'était pas adaptée pour la visite du château, mais semble-t-il, les moon boots étaient tout à fait adaptés à la petite battue qu'on lui avait organisée à Rambouillet. La visite de Kadhafi est le reflet de ses obsessions personnelles. C'est le pèlerinage politique d'un tyran contemporain qui vient se recueillir devant le trône de Louis XIV. Le colonel Kadhafi, à chaque fois qu'il passait devant un portrait royal, notamment le portrait de Rigaud, c'est Louis XIV en costume de sacre, s'appuyant sur son sceptre, le colonel a pris la même pose pour se faire photographier. C'était assez surréaliste, et quand le colonel est parti, il m'a demandé si nous acceptions des cadeaux. Alors je me suis dit, bon, il va m'envoyer un truc impossible, c'est pas un chameau dont on ne saura que faire. Donc je lui dis,
colonel, nous n'acceptons en cadeau que les meubles français du XVIIIe siècle. Et donc je crois qu'il a compris que ce n'était pas la peine de faire un cadeau. Kadhafi à Versailles, c'est une acrobatie diplomatique que le décor imposant ne parvient pas à sauver du burlesque. Le temps des grandes visites officielles semble bien loin. La politique se retire peu à peu du château. Même les chasses gardées de nos chers parlementaires sont bousculées. Jean-Louis Debré décide de restituer au domaine de Versailles les appartements de fonction des députés et des sénateurs, qui avaient perdu toute utilité depuis la fin des élections présidentielles au Congrès. C'est un des combats les plus difficiles que j'ai dû faire pendant ma vie. Comme c'est pas mal ici, comme logement de fonction. Eh bien, quand on commence à y rester, on y prend goût. Et ça a été un drame lorsque j'ai mis fin à tout cela parce que Versailles, dans ce lieu de pouvoir, vivre dans ce lieu de pouvoir, ça vous donne tout d'un coup le sens de l'histoire, de l'importance de l'histoire, et que les personnages qui avaient ici leur appartement de fonction s'y trouvaient bien. Ben, c'est fini. Il y a quand même une vision générale de ce que Versailles, c'est too much. Mais ça fait partie de la France. La grandeur de la France se nourrit aussi de la grandeur de Versailles, qui fait partie de ce que nous sommes. Et c'est pas un hasard si cette munificence en fait un des lieux les plus fréquentés du monde. Le palais de Louis XIV est devenu une fabuleuse machine touristique. Des millions de personnes viennent de tous les continents pour admirer la beauté du site et s'étonner devant la monumentalité des espaces. Versailles n'est plus seulement un symbole national, il fait partie désormais du patrimoine universel de l'humanité. Chaque année, le château accueille de nouvelles œuvres contemporaines qui viennent se confronter à l'énormité de ses perspectives et à la perfection de ses façades. Ce sont autant d'hommages au rayonnement de Versailles ininterrompu depuis 3 siècles. Inviter les artistes à exposer à Versailles, c'est une façon de montrer d'inépuisables nouveautés de ce lieu. Et surtout, ça montre que le génie n'est pas éteint, le génie continue. Versailles est un haut lieu d'affirmation de la pérennité, de la permanence du génie. Les œuvres installées passent, mais Versailles demeure et traverse les saisons comme un monument impassible. Le château reste à la disposition de la République pour accueillir un jour de nouvelles mises en scène du pouvoir et fasciner encore une fois ses visiteurs. Versailles n'a pas fini de nous surprendre.